Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence pour cette nouvelle séance de Livre et Mam. Livre et Mam est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, un laboratoire affilié au CNRS et à Aix-Marseille Université. Je suis Najla Nakhlé-Chirouti, chargée de recherche à l'IREMAM. L'arabe et l'hébreu sont deux langues que l'on a souvent tendance à mettre en opposition, en tout cas à ne pas mettre en relation. C'est pourtant ce que cherche à faire notre invitée, Saadia Aksous, chercheuse en langue, littérature et cultures arabes et hébraïques et enseignante au département d'études arabes de Paris 8. Dans son ouvrage intitulé « Derrière l'arabe, l'hébreu », le roman palestinien en hébreu 1966-2017, paru en 2022 chez Classique Garnier. Dans cet ouvrage, Saadia Aksous élabore une histoire de la minorité palestinienne en Israël par un travail sur le champ intellectuel et littéraire durant près d'un demi-siècle. Bonjour Saadia. Bonjour. Dans votre ouvrage, vous défendez l'idée que la production littéraire en hébreu des Palestiniens en Israël constitue un courant de la littérature palestinienne. Selon vous, elle n'est pas uniquement ou pas essentiellement un pan de la littérature israélienne en hébreu, comme les études précédentes sur le sujet l'ont montré. Pour commencer cette discussion, quels ont été les éléments qui vous ont permis de construire votre réflexion? Je vais parler d'un élément central. Aujourd'hui, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'est la littérature arabe? La littérature arabe, depuis la Nahda, je dirais même qu'elle n'était pas limitée à la question de la langue arabe. Si on prend par exemple le prophète de Khalil Gibran, il a été écrit en anglais, ensuite traduit en arabe. Donc le public arabophone va le lire en arabe plus tard, en deuxième étape. Et aujourd'hui, si je reviens à la littérature palestinienne, on sait que les Palestiniens ne produisent pas qu'en arabe. Il y a aussi les Palestiniens en diaspora qui vont écrire en anglais, en espagnol, très très peu en français effectivement. Mais il y a aujourd'hui une écriture en français ainsi que dans d'autres langues, et avec la présence d'une diaspora assez importante, notamment en Amérique latine, où il y a beaucoup de choses qui se font dans d'autres langues, et notamment en espagnol. Et je citerai par exemple une de mes écrivaines préférées, Suzanne Abulhawa, qui, elle, écrit en anglais. De magnifiques romans, mais elle écrit en anglais. Et il y a un collègue aussi qui est universitaire, il est professeur de littérature anglaise à l'université de Haïfa, qui s'appelle Maurice Ebelini, qui lui a publié un ouvrage par exemple, Being There, Being Here, ou Being Here, Being There, et qui essaye à travers cette écriture multilingue palestinienne, littéraire palestinienne, de définir une identité culturelle universelle qu'il nomme palestinienne. Donc voilà, pour moi, mon point de départ, surtout aussi pour cette écriture en hébreu, et je reviens, vous avez raison d'avoir posé le contexte qui oppose l'arabe et l'hébreu, dans le contexte Israël-Palestine, et surtout aujourd'hui dans le contexte de colonisation de tout l'espace palestinien par Israël. Mon point de départ est que ceux qui ont commencé à écrire en hébreu étaient aussi des écrivains en arabe. Donc, Atala Mansour, par exemple, publie le premier roman en hébreu en 1966, Be'or Hadash. Cependant, 2 ans auparavant, ou 4 ans auparavant, en 62, il publie un roman en arabe qui s'intitule Samira. Il écrit en arabe. Et donc, ce sont ces personnes-là qui ont commencé à utiliser l'hébreu dans l'écriture littéraire ou dans la traduction entre l'arabe et l'hébreu. La langue principale de production était en arabe. Donc voilà, 2 éléments que je pourrais citer. Après, il y a plusieurs éléments que je soulève effectivement dans l'ouvrage. Vous avez appuyé votre réflexion sur un corpus de textes composé de romans et de nouvelles, écrites en hébreu donc, par des Palestiniens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, peut-être présenter les auteurs, définir le style de ces œuvres qui sont assez diverses, différentes les unes entre les autres, donc qui constituent votre corpus primaire pour l'analyse, et au-delà des différences, quels sont les éléments partagés et donc voilà qui les rassemblent? D'abord, je souhaiterais dire, il n'y a pas beaucoup de Palestiniens qui publient en hébreu.
Donc c'est très très peu de romans. Moi j'ai sélectionné 11 romans. Il y a eu beaucoup plus de poésie qui a été écrite en hébreu. C'est plus court, c'est moins d'investissement, je dirais, que l'écriture d'un roman ou l'écriture d'une collection de nouvelles. Et donc les auteurs, je commencerai par Atala Mansour, ce que j'ai cité auparavant, qui lui est né dans les années 30, il est toujours vivant, et donc il écrit le premier roman, Beor Hadash, Sous un nouveau jour, et ce roman est très intéressant, euh, euh, intéressant non d'un point de vue de la langue, parce qu'il a une langue très journalistique, parce qu'il était journaliste, mais Atala Mansour décrit l'histoire, c'est autour de l'identité palestinienne. Et donc c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Yosef, donc on se dit Yosef, il est juif, et qui vit dans un kibbutz. Et la règle dans le kibbutz est qu'au bout d'un an, il y a une demande pour devenir membre permanent. Seulement, donc le contexte du kibbutz de l'époque, c'était donc l'idée, on est socialiste, donc c'était un mouvement qui faisait partie de la social-démocratie internationale, et donc on est socialiste, et l'idée c'est de ramener le socialisme et pour tout le monde, y compris pour les Arabes. Par ailleurs, hein, dans le roman d'Atala Mansour, on parle jamais de Palestiniens, on est toujours la question, on parle d'Arabes parce que le discours israélien fait appeler cette communauté palestinienne en Israël arabe ou arabe israélien, et jamais palestinien évidemment. Et donc Yosef est confronté à un refus ou hésitation du comité exécutif, hein, et on se rend compte, on découvre au bout de quelques chapitres que Yosef en fait s'appelle Youssef et qu'il est palestinien, a été élevé par un juif, et donc il a fait le choix de vivre dans les kibbutzim, il a fait plusieurs kibbutzim, et donc la direction du kibbutz lui dit mais tu es arabe, ta place n'est pas là, nous on est juifs, ta place est parmi les arabes, tu dois aller les gagner à cet idéal socialiste. Et donc lui, il est confronté à ce racisme. Et en pensant que les socialistes allaient complètement épurer cette question raciale, enfin du racisme ou de question ethnique, on peut l'appeler comme on veut, hein, il se rend compte que ses camarades, quand même, l'idée d'être juif prenait une priorité par rapport à être un socialiste. Et donc à la fin du roman, il est admis dans le kibbutz parce que le comité exécutif ne voulait pas de scandale, mais il est admis sans identité. Il n'est ni arabe, ni juif, hein, ni palestinien, ni juif. Hein. Et donc là, c'est le premier roman. Et il y a eu, pour sa période, c'était le seul hein, qui a écrit un roman, et la réception a été intéressante parce qu'il a été admis tout de suite dans la sphère intellectuelle hébraïque, et il a même rejoint l'association des auteurs hébraïques ou israéliens. Et donc plus tard, quelques décennies plus tard, dans les années 80, quelques mois avant la première intifada, on a Anton Chamas, qui lui est né dans les années 50 et qui va publier Arabescote. Alors en arabe, c'est intraduisible hein, parce que l'idée d'arabesque n'existe pas en fait. Donc arabesque est beaucoup plus sophistiqué par la langue. Donc Anton Chamas au début voulait écrire un roman en arabe. Et c'était un roman autobiographique. Et il a laissé tomber l'idée d'écrire en arabe en disant, moi, je ne voulais pas voir sa mère derrière, sentir sa mère, lorsqu'il écrivait ses histoires intimes, familiales. Donc il a décidé d'écrire en hébreu. Mais il repousse le projet de quelques années pour améliorer et choisir le corpus à partir duquel il va puiser un peu sa langue hébraïque, assez exceptionnelle d'ailleurs. Et donc arabesque, en fait, ressemble beaucoup, mélange plusieurs styles, des Mille et une nuits, on a du Proust, et donc ces deux récits qui vont survivre en parallèle dans le texte. D'abord un récit familial, c'est l'histoire des Chamas, où il raconte sa maman qui était libanaise et qui est prof de français, qui se retrouve à Fassouta, donc ce village qui est en Galilée, dans le nord, aux frontières libanaises. Son papa qui était du village. Il raconte la résistance palestinienne dans les années 30. Il explique comment Fassouta a réussi à exister, enfin à survivre, qui n'a pas été détruit en 1948 et pourquoi. Et en parallèle, donc il y a un autre récit. C'est celui d'Anton Chamas comme journaliste et écrivain qui essaie de trouver une place au sein de la littérature hébraïque.
Donc voilà. Et son conflit un peu et son regard sur la littérature palestinienne et le champ littéraire palestinien d'une manière générale. Et donc c'est un roman qui a beaucoup impressionné en Israël de par la langue, parce qu'il a puisé sur le corpus biblique. Corpus, il a une maîtrise incroyable de la littérature moderne et hébraïque et biblique aussi, et au point où Amos Oz était presque jaloux parce que bon, Amos Oz pensait qu'il y avait que lui qui pouvait écrire dans un hébreu sublime. Ensuite, plus tard, quelques années plus tard, avec la deuxième intifada, j'ai travaillé sur Saïd Kashour, qui lui est né dans les années 70. Donc on est dans une autre dynamique, une autre expérience. Saïd Kashour va publier 4 romans, alors que Atala Mansour et Anton Chamas ne vont publier qu'un seul roman. 4 romans qui... on a toujours la question de l'identité palestinienne dans ces romans, à la différence que Saïd Kashour, lui, a ramené presque la sociologie de la communauté palestinienne en Israël dans ses romans. Donc, il raconte ce rapport à l'hégémonie, au discours hégémonique israélien, qui ségrègue, qui met à la marge, mais en même temps, il raconte les contradictions au sein même de la société palestinienne que je trouve très intéressante. Et c'est vrai que la manière, enfin votre présentation de ce corpus nous permet de saisir la mesure de votre travail et de votre approche tout à fait importante et singulière aussi, qui est celle d'une approche de la littérature en contexte et un travail littéraire qui se nourrit d'un intense travail de terrain. Alors moi je me demande, à partir de ces travaux, comment vous pourriez définir, présenter aussi la littérature et donc arabe, palestinienne en Israël et plus largement la culture. C'est-à-dire que votre travail de terrain vous a amené sur d'autres champs que l'écriture du roman à proprement parler. Et donc quelle est la vision que vous pouvez nous en donner de cette littérature et plus largement de la culture palestinienne, arabe en Israël? Pour moi, le roman, un peu, ça a été une occasion pour parler de cette culture. Lorsque je me déplace, je pars visiter la Palestine et Israël, c'était très différent de ce que je pouvais lire dans la presse ou dans les romans, où cette existence, il y avait une vie culturelle qui était incroyable, incroyable. Et parler du roman palestinien en hébreu n'était pas suffisant parce qu'il fallait comprendre quelle est cette culture palestinienne d'abord, ou cette littérature palestinienne. Je peux pas parler parce que mon travail s'étale sur plusieurs décennies, mais je voudrais parler à partir de 1948. Du moins, cette culture palestinienne qui donne naissance à cette littérature palestinienne en 1948. Contrairement à ce que le discours sioniste pouvait défendre qu'il n'y a pas de Palestine, il y avait une Palestine évidemment, et il y avait une culture palestinienne avant 1948. Théâtre, vous avez travaillé sur le théâtre et vous savez très bien qu'il y avait du théâtre où on pouvait aussi aller souvent au théâtre. Il y avait soit à Jérusalem ou à Jaffa par exemple. Il y avait de la littérature qui commençait à s'écrire. Le roman en 1920, c'est la naissance du roman palestinien moderne. Il y avait du cinéma, il y avait aussi de la photographie, il y avait de la musique, il y avait des clubs culturels chrétiens, musulmans. Il y avait une vie aussi palestino-juive, je dirais, autour de la culture, cet amour de la musique, par exemple, où Kulthum va passer en Palestine et tout le monde va venir pour la voir et l'applaudir. Et donc tout cela en 48 est détruit. C'est complètement, mais détruit physiquement. Et le reste, tout ce qui pouvait rester, même les archives de ces intellectuels, Israël va les prendre, elle va les voler, elle va les mettre à la Bibliothèque nationale. Et donc, ce que j'ai essayé de comprendre, à partir de cette destruction en 48, comment les Palestiniens ont pu se reconstruire, à partir de quoi? Et pourquoi l'écriture aussi, pour comprendre pourquoi en 1966, c'est très peu, c'est très court. Le premier roman en hébreu en 1966 a pu exister en une période très 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 courte. Et donc, c'était impossible. C'est que pour le théâtre aussi, on ne peut pas comprendre le théâtre palestinien, et vous pouvez me corriger aujourd'hui, si on ne comprend pas son contexte. Et ce contexte-là est d'autant plus important parce que c'est une communauté, c'est un groupe qui a été marginalisé au sein du champ culturel arabe, qu'il soit culturel, social, politique. Et donc, pour moi, j'ai pensé que c'était important de revenir pour comprendre les
conditions de la fabrication de ces auteurs, cette culture qui fait aujourd'hui du théâtre. Ils ont des peintres, ils ont des sculpteurs, des poètes, des écrivains. Donc voilà, c'est une culture et qui devient aussi une référence, je pense, aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Elle est suivie un peu partout. Moi, je vois en Algérie, il y a quelques intellectuels, écrivains qui suivent ce qui se passe en Palestine, donc ils sont très à jour de ce qui se fait au niveau théâtral, au niveau de la littérature, etc. Et enfin, avec peut-être un autre point que je soulèverais, c'est ce qui m'a un peu poussé à la question du contexte, et Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani était pour moi un génie politique, mais aussi littéraire. Et j'essaye de comprendre sa vision d'une construction culturelle. Dans les années 60, il parle de littérature de la résistance. Et pour moi, le roman palestinien en hébreu a emprunté, il est un roman de la résistance. Et la culture palestinienne, c'est une culture de la résistance. Déjà, elle résiste au sein d'une majorité, elle résiste aussi dans un espace où elle essaye de se donner voix. Ghassan Kanafani a compris, il me semble, dans les années 60, c'était la formation de cette nation palestinienne qui s'est retrouvée expulsée de ses terres dans différents endroits. D'ailleurs, c'est un défi que les Palestiniens, peut-être seuls dans le monde, dans l'expérience politique au colonial des Palestiniens, qui a réussi à construire une nation hors territoire et hors État. Et Kanafani, me semble, essayer de trouver une littérature qui va aussi adhérer ou convenir à cette situation-là. Et à ce moment-là, pour moi, les Palestiniens n'étaient pas encore, étaient trop instables pour donner naissance à une littérature. Il a remarqué qu'en Galilée, c'est là qu'on produisait. C'est là qu'on écrivait de la poésie, c'est là qu'on faisait du théâtre d'ailleurs. D'ailleurs, dans Adab al-Muqawama, il parle de théâtre, il parle de nouvelles, il parle de poésie, il parle de romans. Et pour lui, les Palestiniens en Israël, c'était les seuls qui avaient cette stabilité géographique et cette résistance encore, qui pouvait donner une résistance pour pouvoir donner naissance à la littérature. Et d'ailleurs, on prend Émile Habibi, on prend Mahmoud Darwish, on prend Rachid Hassin, Tawfiq Fayyad, etc. Ils viennent tous de cette Galilée qui est devenue en fait Israël après 1948. À propos de la littérature palestinienne, vous évoquez donc une littérature qui se construit ou qui se reconstruit, pour reprendre les termes que vous avez utilisés dans votre ouvrage, mais là que vous venez d'évoquer à propos de la naissance ou de la Renaissance. Alors, comment cette situation particulière marque-t-elle les procédés d'écriture et de production littéraire, donc celle que vous venez de décrire? Comment, et alors pour peut-être aller plus loin dans ce que vous venez d'évoquer, comment la compréhension et l'appréhension de l'identité de l'écrivain permettent-elles de comprendre l'esthétique, vraiment la poétique de son œuvre? Et puis, comment les rapports entre ces notions évoluent-ils tout au long de la période que vous avez étudiée, c'est-à-dire les rapports entre identité, contexte de production et poétique et esthétique? Il n'y a pas une ligne générale pour expliquer tous ces romanciers. Il y a une priorité que je donne à chaque auteur, parce que chaque auteur a eu sa propre poétique, chaque auteur. Mais je pourrais donner un exemple. Saïd Kachoua. Lui, il est plus intéressant en fait parce qu'il a écrit 4 romans et une nouvelle. Donc il y a plus un travail qui se fait au niveau qui peut définir une poétique qu'on pourrait dire ou un style propre à Saïd Kachoua. Mais il y a une question qui les rassemble, il y a bien sûr l'identité, mais il y a la question un peu de l'espace-temps, un chronotope, qu'ils ils jouent avec ce chronotope que moi je divise entre un espace palestinien, parce que c'est ce qui est assez intéressant dans leur roman, c'est d'avoir toujours cette Palestine disparue revenir par la Nakba, et aussi un temps, mais qui est un temps israélien. Pour moi, c'est représentatif de cette hégémonie, de cette marginalisation, etc. Je reviens sur Saïd Kachoua et dans son dernier roman, qui a été traduit en français, Modification. Kachoua, alors c'est un auteur qui est moins, je dirais, bilingue littéraire.
C'est-à-dire Saïd Kashoua, tout simplement, il a été intégré dans un collège à Jérusalem, très jeune, parce qu'il était brillant, et donc il a plus appris la littérature hébraïque, la langue hébraïque, au détriment de la littérature et langue arabe. Et donc il maîtrise l'écriture littéraire en hébreu. J'ai toujours argumenté que Saïd Kashoua avait été bilingue dans l'écriture d'une manière générale, parce qu'il fait des scénarios en arabe, mais c'est de l'arabe dialectal. Donc ça devient très intéressant de comment il insère le dialectal dans son travail. Mais dans son dernier roman, donc qui écrit, donc c'est l'histoire toujours de ce Palestinien qui ne trouve plus place au sein de la société israélienne, mais qui était en fait un écrivain public et qui reprend les récits des survivants de la Shoah pour les embellir. Parce qu'il y a toute cette frénésie de ces survivants d'écrire pour laisser des traces pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et donc lui, pour embellir un peu ces moments atroces, hein, voilà, il arrive à le faire. Mais il insère dans le roman, on lui dit un jour, oui, mais tu réécris que des histoires juives, hein, et des histoires juives de la Shoah. Bon, on va prendre l'expérience d'un éboueur de Jaffa, qui lui, toute sa famille est partie en exil, hein, et tu vas réécrire ses mémoires. Il s'est retrouvé incapable de les réécrire. Mais ce qu'il fait en fait dans le roman, au niveau de la structure du roman, tout le roman est en hébreu, sauf un chapitre qu'il écrit en arabe dialectal. Le dernier chapitre. C'est pas le dernier, un des derniers chapitres, hein, mais qu'il refuse de traduire. Et d'ailleurs, on voit les notes de l'auteur, il faut que je trouve un moyen de traduire Hadass, etc. Il l'efface, mais il ne le traduit plus. Et d'ailleurs, c'est dommage, dans la traduction en français et en anglais, les traducteurs ont fait le choix de traduire le chapitre en anglais et en français. C'est dommage, parce que là, c'est une signature, et c'est un peu le style que Saïd Kashoua a voulu imposer dans le texte. Donc c'est imposer la langue arabe au sein même du texte hébraïque. Et je finis juste avec ça, je ne sais pas si je réponds à toutes les questions, mais pour moi c'est une ouverture aussi de Saïd Kashoua à un public arabe. Le fait d'avoir intégré ce texte en arabe, en plus dialectal, hein, c'est-à-dire qu'on peut apprendre le fusha, mais le dialectal, il faut vraiment vouloir l'apprendre. Et donc, ça pose la question de la réception, et que c'est un écrivain qui cherche aussi une réception au-delà du lecteur hébraïque. À propos de ces questions de bilinguisme, de passage permanent entre deux langues, en l'occurrence une langue minoritaire ou des langues minoritaires et une langue majoritaire, vous donnez vraiment dans votre ouvrage une place centrale aux figures de traducteurs, et tout particulièrement celle d'Anton Shammas, dont vous avez parlé tout à l'heure. Quel est selon vous le statut d'un traducteur, donc dans ce champ littéraire et plus largement dans le champ de la littérature arabe? Pour expliquer pourquoi j'ai dédié la question de la traduction et parlé beaucoup d'Anton Shammas. D'abord, la Palestine est un pays de traducteurs. Si on voit l'église de la Nativité, il y a la cellule de Saint Jérôme. Et Saint Jérôme, c'est lui qui a traduit la Bible en latin, la Vulgate. Et donc, alors j'ai pas mis ça, j'aurais dû le mettre, mais c'est un peu rétablir un fait historique. Et au moment de la Narda culturelle arabe, les Palestiniens ont été aussi de très grands traducteurs, notamment de la littérature russe. Tout simplement parce que beaucoup d'intellectuels comme Khalil Baidas, comme même Najat Sedri, même si vont être formés. Najat Sedri va être formé en Union soviétique, mais Khalil Baidas va être formé dans les écoles russes. Et donc, ils vont beaucoup traduire de la littérature russe, qui va imprégner d'ailleurs leur propre littérature. Et c'est la raison pour laquelle les premiers romans en palestinien, c'est du réalisme. C'est l'influence du réalisme russe, en fait. Et donc, il y a cette question qui est centrale. Pour moi, c'est juste repartir à cette question. Alors, Anton Shammas est important dans la traduction, pas tant pour le champ littéraire arabe, mais plutôt hébraïque. Parce que Anton Shammas a traduit Emile Habibi en hébreu. Emile Habibi il a eu le prix de la littérature israélienne. Et ce que, en fait, ces traducteurs palestiniens entre de l'arabe vers l'hébreu, ou les romanciers palestiniens en hébreu, ils ont imposé quelque chose au sein de la littérature hébraïque. Et là, ça devient très important.
Parce que la littérature et la langue hébraïque, c'était phénomène plutôt moderne. Donc il y a eu une modernisation de la langue hébraïque et une création d'une littérature hébraïque moderne, en amont avec le projet sioniste, donc pour mettre en place un État juif en Palestine. Mais c'est une mise en place qui a eu lieu avec l'idée que ça appartenait aux Juifs. C'est-à-dire que l'hébreu, sa renaissance se fait pour le Juif, elle doit être écrite par un Juif. Mais le Palestinien qui va, en 1966, commencer à écrire en hébreu, il vient perturber une des bases importantes de cette existence nationale. Donc non seulement celui qui porte la plume n'est plus juif, il est donc palestinien, et il intègre au sein de la littérature hébraïque des personnalités, la Palestine, la Nakba, l'identité palestinienne, etc. Et dans Ton Chamas, sur la traduction, il a fait la même chose. Donc il va imposer Emile Habibi au sein de la littérature hébraïque. Donc il va être lu en hébreu. Les Israéliens vont lire ce que Habibi va dire sur la Nakba et sur d'autres questions évidemment. Mais je terminerai avec ça. Anton Chamas a été très important dans la traduction de Taha Mohammed Ali en hébreu. Et il est arrivé. Et Anton Chamas aussi est un théoricien pour moi de la traduction. Et ce qu'il explique, et je trouve assez intéressant, pour quelqu'un qui a toujours pensé que il a toujours pensé à l'idée d'avoir un État à la fois pour les Israéliens, pour les Palestiniens, un État avec l'égalité, etc. Et comme il a perdu espoir avec cet idéal, il s'est un peu reconverti dans la langue et il a mené une guerre contre la langue hébraïque. Il dit: je veux forcer l'hébreu à faire face à ce Palestinien, à Mohamed Taha Ali, pardon, qui a été expulsé de sa terre, et de dire pardon. Enfin, donc ça devient une espèce de guerre individuelle avec la langue hébraïque. Mais dans mon ouvrage, j'ai traduit une conférence d'Anton Chamas qu'il a donnée à Yale sur son rôle, sur la question de la traduction, où il va mobiliser Heidegger, il va mobiliser son expérience pour expliquer pourquoi il a traduit Emile Habibi, et l'impact que ça a eu dans la société et la littérature et le champ littéraire hébraïque d'une manière générale. Vous venez d'évoquer Taha Mohammed Ali, vous avez évoqué un peu plus tôt Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien qui ne fait pas partie de votre corpus primaire puisque n'écrit pas en hébreu, mais dont vous mettez vraiment en lumière, pour qui vous mettez en lumière l'importance que le contexte israélien a joué dans ses premières années de formation à la littérature. Quelle place pourriez-vous nous donner une idée, votre vision de la place qu'occupe cette période, donc la période que vous nommez la période israélienne, dans la trajectoire poétique de Mahmoud Darwish? Malheureusement, la partie israélienne de Mahmoud Darwish a été négligée. Pour comprendre en fait pourquoi Mahmoud Darwish mobilise la Bible, et pourquoi il parle bien l'hébreu, parce que je l'ai déjà écouté parler en hébreu. Pour moi, un des plus beaux entretiens qu'il a donné, c'était avec une journaliste écrivaine israélienne, où il parle de ses rapports avec l'israélien, avec la langue hébraïque, etc. Et Mahmoud Darwish aussi a été un militant du Parti communiste, donc il a été formé aussi par ses camarades. C'est à Shlomo Zand qu'il va dédier un poème au soldat qui a libéré, entre guillemets, Jérusalem-Est en 67 du côté israélien, etc. Et donc, j'ai pensé que c'était très important, et surtout c'est pas tant par rapport à la langue, c'est par rapport à comprendre la question de l'exil. Qu'est-ce que ça veut dire être exilé de l'intérieur? Et pour comprendre cela, il fallait que je fouille un peu dans le passé israélien de Mahmoud Darwish. C'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant du jour au lendemain d'avoir quitté son village. Ils se sont retrouvés au Liban. Ils reviennent en cachette. Ils ne retrouvent plus son village. Ensuite, il va à l'école. Il va apprendre l'hébreu. Il parle de Shoshana, qui était son enseignante. Il dit, elle m'a fait aimer Bialik.
pour son esthétique et pas pour son aspect nationaliste, puisque Bialik est le poète national d'Israël, etc. Donc pour moi, c'était l'idée de comprendre cette question d'exil intérieur parce qu'on parle toujours de l'exil, cette notion des Palestiniens qui ont été expulsés en 48 et qu'on retrouve dans leur littérature, on retrouve dans leurs écrits politiques, etc. Mais qu'en est-il de l'exil intérieur de ces Palestiniens qui ont été dépossédés et qui ont été séparés de leurs confrères, enfin de leurs sœurs et frères, qui ont été marginalisés, et malgré cela, ils ont réussi à construire, donner des bases d'une littérature, d'une culture. Donc voilà, c'est vraiment, je le mobilise pour comprendre cet exil intérieur. Et comme dit Edouard Saïd, il est plus difficile de vivre l'exil de l'intérieur et de voir sa maison occupée par quelqu'un d'autre tous les jours, et plus vivable quand on est de l'extérieur. Et il y a d'ailleurs un texte que j'ai traduit d'Emile Habibi, qu'il a écrit en 1968, donc une année après l'occupation de Jérusalem, où ça se passe dans une prison de femmes, et donc une Palestinienne de Jérusalem-Est rencontre une fille de Haïfa. Et donc, et la fille de Haïfa, elle aimait beaucoup la chanson de Fayrouz, Aïdoun. On reviendra. Et ils lui disent, mais tu reviendras où? Puisque tu n'es jamais parti. Mais elle dit, pour moi, le pays, oui, c'est mon drame, parce que vous savez où est-ce que vous allez revenir, mais nous, on ne sait pas. Et alors, à partir de cette figure de Mahmoud Darwish, qui fait le lien en fait entre le contexte que vous étudiez, en tout cas une période déterminée, et la littérature palestinienne et plus largement arabe, quelle place donnez-vous donc à ce corpus de Palestiniens en hébreu? Quelle place lui donnez-vous dans le champ de la littérature arabe? C'est plus complexe, d'une manière générale, dans le champ de la littérature arabe. Pour moi, c'est une place importante. Il devrait être traduit. Et d'ailleurs, Saïd Kashoua est traduit, 2 de ses romans ont été traduits, un à Beyrouth et l'autre en Égypte. Et parce qu'il y a un intérêt aussi de la part de ceux qui ont l'habitude de lire la littérature palestinienne d'une manière générale, un public arabe, de comprendre aussi sur quoi et de quoi parle un Palestinien lorsqu'il est citoyen israélien. Donc oui, c'est quelque chose d'important aussi à partir de l'idée que moi je situe ce roman comme un roman de la résistance aussi, parce qu'il résiste au sein de la littérature hébraïque. Donc c'est important aussi d'une manière juste générale pour la littérature arabe de l'insérer comme elle a pu insérer un Kateb Yassine qui a écrit en partie en français, parce qu'il n'a pas écrit qu'en français. Son théâtre a été en dialectal algérien, ou d'autres auteurs qui ont écrit dans d'autres langues, mais qui aujourd'hui sont admis comme faisant partie de la littérature arabe. Donc c'est vraiment l'opération de traduction qui permet aussi de donner une place au moins pour le lecteur arabe, si ce n'est dans la littérature arabe. Est-ce que vous connaissez les opérations de traduction de ces ouvrages que vous avez étudiés en hébreu? Est-ce que certains d'entre eux ont été traduits en arabe? Très peu, donc il y a que Saïd Kashoua, mais encore une fois, chaque auteur a sa propre histoire. Atala Mansour, en 1966, lorsqu'il écrit Beor Hadash, il ne trouve personne pour le traduire. Et c'est compréhensible. L'idée, c'est que la priorité, c'était pas à l'écriture en hébreu, parce que déjà, c'était très compliqué de publier en arabe. Et donc, la critique arabe était très, très sévère avec lui. Et donc, il a abandonné un projet de traduction. Anton Chama, c'est lui qui refuse que son roman soit traduit en arabe, parce que il voulait pas que sa famille lise ses histoires intimes. Mais bon, ça fait des décennies maintenant que ce roman a été écrit. Moi, je pense que ça montre un peu la rupture de Anton Chamas avec le champ littéraire hébraïque, et donc où il s'est consacré beaucoup plus au champ littéraire arabe. Ou du moins c'est comme ça, entre autres, comment je l'explique. Saïd Kashoua, lui, est beaucoup plus ouvert, et donc j'ai dit, il y a 2 de ses romans qui ont été traduits en hébreu. Alors la question en arabe, de l'hébreu vers l'arabe. La question de la traduction, elle est importante. Les Palestiniens commencent à traduire à partir de 1962, de l'hébreu vers l'arabe. Et c'est un mouvement naturel d'abord, parce qu'il fallait enrichir la littérature arabe. Exactement comme les autres littératures. Quand on prend la littérature hébraïque, sa modernisation, elle passe par la traduction.
Donc tous ces émigrés qui ont été avec le projet sioniste et qui étaient écrivains ou poètes, ils ont tous traduit du russe, du polonais, du français pour créer en fait un corpus en hébreu qui va donner lieu à une littérature hébraïque moderne. Les Palestiniens vont faire la même chose, ils vont traduire parce qu'ils sont coupés du monde arabe, donc ils reçoivent très très peu les derniers ouvrages ou les derniers écrits qui sont publiés à Beyrouth ou en Égypte. Ça va arriver après 1967. Et donc le mouvement de traduction va définit aussi, fait partie de cette littérature de résistance en fait. Et surtout lorsqu'on traduit de l'arabe vers l'hébreu, ce qu'Anton Chamas a fait, ce que Salman Natour a fait, feu Salman Natour a fait, qui a beaucoup traduit de la littérature arabe vers l'hébreu pour faire passer cette poétique, pour faire passer cette identité palestinienne vraiment au centre et l'imposer au centre de la littérature hébraïque. Et alors, pour continuer sur ces questions de traduction, est-ce qu'il existe d'autres formes de production littéraire, notamment poésie ou théâtre dont on a parlé, mais qui sont issues du champ artistique ou littéraire palestinien en hébreu? Est-ce qu'on trouve de la poésie palestinienne en hébreu, du théâtre palestinien en hébreu? Tout à fait, on trouve cela, beaucoup moins aujourd'hui, hein. C'est la génération qui a plus produit en hébreu, de la poésie par exemple, ça va être à partir des années 70. C'est la génération d'Anton Chamas, qui d'ailleurs lui-même va s'essayer à la poésie. Il va écrire, il va publier 2 recueils en arabe et en hébreu. Il se rend compte, il dit lui-même qu'il n'était pas à la hauteur, donc il arrête. Et d'ailleurs c'est quelque chose quand j'essaie de discuter avec lui, il dit oh, c'est du passé, c'est très mal écrit, c'est pas joli, donc il veut pas en parler. Ça va être des essais en fait, ils vont s'essayer. Il y a peut-être Naïm Araïdi qui lui va persister dans l'écriture de la poésie en hébreu. Il était très proche je dirais, des instances sionistes en fait et de l'État. D'ailleurs, il a été ambassadeur. Il va créer un espèce de festival de la poésie, mais ça reste quelque chose de très marginal au sein de la culture palestinienne. Donc, et après aujourd'hui, c'est plutôt une poésie en arabe hein, qui se fait. Et d'ailleurs, même l'écriture du roman, elle est en arabe aussi. Alors pour le théâtre, évidemment, Najla, vous connaissez aussi très très bien, hein, puisque vous avez vous-même publié un ouvrage sur le théâtre. Le théâtre, ça va être aussi très une période. Une période, ça va être à partir des années 70, tout simplement, alors vous me corrigez, hein, vous qui connaissez, maîtrisez plus ce champ théâtral, parce que les dramaturges palestiniens vont être formés dans les écoles israéliennes. Il n'y avait pas d'école palestinienne pour former des dramaturges, et donc ils vont se former dans ces écoles, ils vont pour certains jouer dans le théâtre israélien, mais ils vont être très importants pour la mise en place du théâtre palestinien. Donc ils vont ramener cette expérience et pour enrichir ce qui est aujourd'hui admis comme le théâtre palestinien. Mais le théâtre palestinien, d'une manière générale, se fait en arabe. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que vous avez évoqué la question de la temporalité, c'est-à-dire de périodes qui ont trouvé en fait, enfin qui se sont terminées. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on observe un détachement des Palestiniens de leur contexte israélien au profit réellement d'un rapprochement avec les Palestiniens des autres foyers, que ce soit Jérusalem, les territoires occupés, la bande de Gaza ou encore la diaspora. Alors, comment l'expérience que vous avez étudiée se prolonge-t-elle dans ce contexte? Moi, je ne parle pas de détachement. Tout mon travail défend l'idée qu'ils n'ont jamais été détachés, en fait. Que l'usage, moi, ce que je montre, que l'usage de l'hébreu n'était pas en contradiction avec l'idée de rapprochement, etc. Parce que les conditions, de toute façon, c'est pas les mêmes. Dans les années 60, il faut pas oublier que les Palestiniens étaient sujets à un régime militaire de 1948 à 66, et donc on était dans la survie. On voit moins d'engagement massif. D'abord, c'était un très très petit groupe. Aujourd'hui, on est dans une autre dynamique. C'est 21% de la population. Une partie de la population est éduquée. On fait l'université, très investie, particulièrement depuis 2021 avec Sheikh Jarrah, etc. Donc pour moi, je ne parlerai pas de détachement. Je dirais que la gravité de la situation politique, c'est-à-dire que l'occupation
qui se poursuit, la Nakba, ou ce qu'on défend aujourd'hui, la Nakba qui se continue en fait aujourd'hui, qui se prolonge avec toute la question de l'occupation, fait que il y a moins d'usage de l'hébreu chez les Palestiniens, et il y a une revendication encore plus claire de cette culture arabe. Donc c'est pour ça que je ne parle pas de détachement, mais par contre, votre question sur le rapprochement culturel, il se fait, c'est-à-dire que, comme dans le théâtre, hein, on n'a plus aujourd'hui de production, ou très peu, en hébreu. C'est plutôt ce qui se fait à Haïfa, Jaffa et ailleurs, ou à Jérusalem, c'est en arabe. Allah Lehal, j'aime beaucoup donner l'exemple de Allah Lehal, qui est un écrivain de Raqqa, qui lui il explique, hein, il dit « j'ai fait le choix », parce qu'il aurait pu écrire en hébreu, mais c'est un choix conscient, il ne veut pas écrire en hébreu, il est traducteur d'ailleurs, entre l'arabe et l'hébreu, mais il a fait le choix d'écrire en arabe parce qu'il y a encore cette urgence par rapport à la situation politique aussi, hein, qui entoure les Palestiniens. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, Israël, c'est-à-dire que l'arabe était une des langues en Israël, elle ne l'est plus. Et on met en avant plus l'hébreu au détriment de la langue arabe, c'est-à-dire que il y a même sur le plan politique la volonté d'effacer, d'un effacement de la langue après l'effacement de l'espace, hein, ou la présence de la langue et l'identité palestinienne, la présence palestinienne dans l'espace. Oui, merci beaucoup. Cette dernière remarque nous permet vraiment de saisir les allers-retours permanents entre le contexte de production et l'esthétique et la poétique qui se déploie chez les auteurs. Merci beaucoup, Saadia. Cet épisode de Livre Emam est désormais terminé. Je vous rappelle le titre du livre de Saadia Aksous, Derrière l'arabe, l'hébreu, le roman palestinien en hébreu, 1966-2017, paru en 2022 chez Classique Garnier. Vous pourrez revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube de Lire Emam et le réécouter en podcast sur Encore, Spotify, Apple Podcast et bientôt d'autres plateformes. Merci encore Saadia Aksous de nous avoir accordé cet entretien et merci à nos auditeurs. Au revoir à toutes et à tous.